Lorsqu'il s'agit de faire les courses, Erwan Tiens. Et son petit frère Sohan ne sont pas les derniers. Le week-end, Christelle, leur mère, déserte les fourneaux. Elle leur laisse le choix des menus. Les enfants s'en donnent à cœur joie. Celui-là? Non, celui-là. Pourquoi celui-là? Parce que t'aimes bien. Charcuterie, gâteau apéritif, fromage. Christelle ne s'en rend pas compte, mais la plupart des produits choisis par ses enfants sont extrêmement salés. Ils prennent ce qu'ils veulent, on regarde pas ce qu'il y a dessus. On regarde pas les étiquettes, on regarde pas si c'est salé ou pas salé, sucré ou pas sucré. Le principe, c'est de se faire plaisir le samedi soir. Au moment de préparer le repas, le sel est encore très présent. Je sais que je m'en passerai pas. Parce que sans le sel, c'est vrai que les aliments n'ont pas le même goût. Et c'est une habitude que j'ai, qu'on a tous de manger avec ce petit goût de sel. C'est dommage à dire, mais c'est triste pour moi la cuisine sans le goût du sel. Et voilà. Alors, quelle quantité de sel cette famille avale-t-elle en un repas? Un crapaud. Tu veux du saucisson? S'il te plaît, maman. Il a mis la rondelle entière dans sa bouche. Plus de 4 grammes de sel dans ce paquet de raviolis, 4 autres pour les feuilletés à la volaille, quelques pincées supplémentaires dans ce pot de sauce tomate, auquel s'ajoutent le fromage, le saucisson et le sel de cuisson. Au total, 28,5 grammes sur la balance, qu'il faut diviser par les 5 membres de la famille. C'est 5,7. Soit l'équivalent d'une cuillère à café par personne. C'est énorme. L'Organisation mondiale de la santé conseille de ne pas dépasser les 5 grammes par jour. On est à 5,7 grammes, mais si l'apport journalier doit être 5 grammes, on l'a déjà dépassé avec un repas. Avec un deuxième repas, on le double. Et le repas du soir, on a 12 grammes. Si on rajoute le goûter, bon, il n'y a pas grand-chose dans le goûter, mais même s'il y a 1 gramme, ça fait tout de suite 13 grammes et 14 avec le petit déjeuner. 14 grammes, ça me semble beaucoup quand même. Si on ne fait pas attention, donc, le compteur grimpe vite. Pourtant, ces petits grains blancs s'invitent tous les jours à notre table. Ils sont indissociables de notre cuisine. Une poignée de gros sel dans l'eau des pâtes, une pincée de fleurs de sel sur une entrecôte, un réflexe synonyme de plaisir gustatif. C'est le petit diamant final qui apporte le croquant, la petite touche de goût. Le sodium contenu dans le sel est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Seulement, nous en consommons en moyenne 2 fois trop. Cet excès a des conséquences sur notre santé. En France, le sel serait responsable de 75 000 accidents cardiovasculaires chaque année. Les gens voient la salière sur la table. Donc ils vont vous dire « mais je ne sale pas, docteur ». Oui, mais vous mangez déjà salé. Le sel se cache partout, dans le pain, la charcuterie, les fromages ou les plats préparés. Car c'est l'or blanc de l'agroalimentaire. Il est doté de multiples propriétés, comme celle d'augmenter artificiellement le poids des aliments. Je veux dire, lorsque vous achetez ça, on vous en fume en fin de compte parce que vous achetez de l'eau au prix de la viande. Voilà. Alors, quand le sel est pointé du doigt, certaines entreprises font tout pour le protéger. Si le gouvernement américain nous avait imposé de réduire l'utilisation du sel dans nos produits, mon entreprise aurait perdu des milliards de dollars. Nous avons remonté la piste de ces grains blancs jusqu'aux États-Unis, en passant par la Finlande. Pourquoi le sel est-il si précieux? Comment nous rend-il tous accros? L'une des routes du sel commence au bord de l'océan Atlantique. Les marais de Guérande sont le berceau du sel artisanal français. Depuis le Xe siècle, ces terres sont exploitées par des hommes, comme Lionel Charteau. On les appelle les paludiers. Ils sont 300 à Guérande aujourd'hui.
À quelques semaines de la récolte, Lionel renforce les ponts qui séparent les différents bassins. Ici, tout se fait à la force des bras. Ça paraît tranquille, mais quand on fait ça pendant 8 heures ou 10 heures, parce que ça pousse tout d'un coup, ça fait un peu mal au dos. Être paludier, en moyenne, c'est 30 jours de récolte dans l'année. Et pour ces 30 journées de récolte, il y a 3 mois et demi ou 4 mois de préparation, quand tout va bien. L'eau de mer, pompée à quelques centaines de mètres, suit tout un parcours. Pendant des semaines, elle passe de bassin en bassin, le temps que le soleil et le vent fassent leur œuvre. Ah, là, on est bien. Et là, il y en a un peu trop. Le principe, c'est avoir une faible épaisseur d'eau. Voilà, là, on a vraiment une très faible épaisseur, une grande surface. Et ce qui caractérise les bassins d'évaporation, c'est qu'ils ont tous une entrée et une sortie. L'eau ne fait que passer dedans. Alors, elle passe hyper lentement, puisque une goutte d'eau doit mettre entre 3 et 4 jours pour venir de la vasière jusqu'à la surface de cristallisation. Donc autant dire que l'eau a le temps de s'évaporer. Le sel, lui, il ne s'évapore pas, donc du coup, ça se densifie. Il faut atteindre une concentration de 250 grammes de sel par litre d'eau, soit 8 fois plus que l'eau de mer, avant de voir apparaître les premiers cristaux. Lionel en récolte une 50aine de tonnes à la main entre la fin juin et le mois de septembre. Être paludier est un métier de patience. Avant d'être vendu, le sel doit être égoutté pendant près d'1 an. Lionel travaille avec sa femme Françoise. Ça va? Ouais, ça va. Bon, je fais du gros sel autant que tu finisses? Ouais, ce serait bien parce qu'on a une centaine de paquets à faire pour la semaine prochaine. Le couple a toujours 2 ans de stock d'avance, au cas où le soleil viendrait à manquer un été. Pour calibrer les grains, le sel est passé au tamis. Ça, c'est les cristaux exactement tels qu'ils se sont formés sur le fond d'argile du bassin, quoi. Donc on les a ramassés dans l'eau. Alors vous pouvez voir qu'ils ne sont pas blancs, ils sont un peu gris. Il y a de l'argile dedans, on est d'accord. On dit gris, mais là en fait il est un peu beige. Moi j'aime bien cette couleur-là. Ces traces d'argile contenant des oligo-éléments font toute la spécificité du sel de Guérande. Le gros sel peut ensuite être broyé pour devenir du sel fin, plus facile à utiliser en cuisine. Mais le produit le plus précieux, celui auquel Lionel et Françoise consacrent le plus de temps, c'est la fleur de sel. C'est un truc éphémère, la fleur de sel, ça se forme en fin d'après-midi et ça disparaît sur les coups de 22 heures et ça donne voilà, ces grains naturels. Ces cristaux d'un blanc pur apparaissent lorsque le vent frais du soir vient caresser la surface de l'eau de mer, chauffée par le soleil. On fait 10 fois moins de fleurs de sel que de gros sel. Par contre, on vend la fleur de sel 10 fois plus cher. Ce qui fait qu'au final, dans le chiffre d'affaires, la fleur de sel est aussi importante que le gros sel. Lionel vend son sel aux alentours d'1 euro le kilo, contre 15 € en moyenne pour sa fleur de sel. Une différence de prix qui vient aussi du travail qu'elle demande. Tous les ans, Françoise en trie 4 tonnes à la main. On essaye d'éliminer toutes les petites impuretés que l'on peut trouver. Ça permet aussi de vérifier la grosseur de la fleur de sel, de l'avoir bien en main et de voir si c'est une fleur de sel qui est légère, qui est fluide ou alors si elle est grainée. Parce que quelquefois, certains clients préfèrent qu'une fleur soit un petit peu plus grainée, c'est-à-dire où on sent plus le grain, et d'autres préfèrent qu'elle soit vraiment très aérienne, très souple. Le savoir-faire de Lionel et Françoise a fait de leur sel un produit d'exception. Ils fournissent une dizaine de restaurants étoilés en France. L'un de leurs clients les plus fidèles se trouve à une 20aine de kilomètres. Bonjour. Je t'amène ton sel. C'est Éric Guérin, une étoile au guide Michelin. Fleur de sel, sel fin, gros sel. Ok. Ça va en qualité? T'as un super truc cette année? Ça va, ça c'est ouais. C'est quoi là? C'est celle de cette année ou c'est l'année dernière? Ça c'est du sel, pour le gros sel c'est d'il y a 3 ans. Et la fleur elle a... Oh là, bah dis donc, ça vient du millésimé. La différence avec la fleur de sel de Lionel, ça se voit à l'œil. C'est brillant, c'est presque soyeux. On a l'impression qu'on dirait des cristaux, on dirait presque qu'il a neigé et qu'on a une espèce de poudreuse naturelle. C'est le petit diamant final qui apporte
le croquant, la petite touche de goût et puis un peu l'empreinte régionale. Les cristaux délicats viennent habiller les assiettes au dernier moment. Moi, j'ai ma fleur de sel qui est ici, qui est bien sèche parce qu'elle est tout le temps sur la plaque un peu chaude. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais en poser sur des endroits différents, là où j'ai envie vraiment de faire le lien. On est sur un produit marin, sur un produit qui représente vraiment la terre avec l'asperge. Et en fait, ce qui va faire le lien, là, c'est avec le marais salant, pour moi, et cette petite touche finale qui, en même temps, veut dire que le plat est terminé. C'est comme ma signature, quelque part, parce que c'est la dernière chose que je touche. Le sel de Guérande s'est imposé comme un produit haut de gamme. Depuis quelques années, il a de sérieux concurrents. Certaines épiceries fines proposent plus de 30 sels différents, présentés comme des objets de luxe. Ils viennent du monde entier avec des noms qui font voyager. Sel rose de l'Himalaya, bleu de Perse, ocre d'Hawaï ou encore les perles blanches de Djibouti. Mais le sel le plus vendu reste notre bon vieux sel de table. À 70 centimes les 500 grammes, il coûte 30 fois moins cher que ses cousins exotiques. Il est récolté à échelle industrielle, dans le sud de la France, à Aigues-Mortes. Le groupe Salin, numéro 1 français, y exploite 8000 hectares, soit la superficie de Paris. Là, on est sur le sommet le plus haut de Camargue, une camelle. Donc un tas de sel, celui-ci fait une trentaine de milliers de tonnes. Et ici, il y a en gros une année de production en stock, c'est-à-dire environ 300 000 tonnes. 8 millions de boîtes sortent de cette chaîne chaque année. Alain Sultan, le directeur marketing, nous révèle un petit secret. Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas que du sel dans ces salières. Au sortir de la guerre, pour lutter contre des carences en minéraux, les pouvoirs publics ont recommandé d'y ajouter 2 ingrédients. Il n'y a pas d'iode, il n'y a pas de fluor dans le sel naturellement. Et en fait, c'est des nutriments, enfin des minéraux qui sont intéressants pour la santé et pour lesquels on a choisi le sel comme étant le vecteur le plus facile pour les apporter jusqu'aux consommateurs. Parce qu'en fait, tout le monde consomme du sel et que l'iode et le fluor se conservent bien avec le sel. Donc on avait ces 2 raisons qui font qu'on peut les mettre dans du sel et que c'est relativement facile. Et en plus, il y a une 3e raison, c'est que le total d'iode ou de fluor nécessaire par jour n'est pas très élevé. Donc ça convient à la consommation de sel. De l'iode pour lutter contre les problèmes de thyroïde, du fluor pour prévenir les caries. Mais attention, ce n'est pas une raison pour avoir la main lourde sur la salière. Consommé en excès, le sel peut s'avérer dangereux. Allez. Françoise l'a appris à ses dépens. Ces derniers temps, son petit déjeuner lui semble bien fade. J'en prends 2, pas 3. Terminer les viennoiseries à volonté, le beurre salé et le pain. C'est la loi. Depuis qu'on lui a diagnostiqué de l'hypertension, cette professeure de français prend un traitement à vie. J'ai eu une tension qui est montée à plus de 21 et puis de temps en temps, j'ai des pics de tension à 18. Ça m'est arrivé en novembre. Sinon, on arrive à stabiliser autour de 13,9 grâce aux médicaments. Bon appétit. Merci. Quand son médecin lui a appris que le sel était un facteur aggravant, Françoise ne s'est pas sentie concernée. Alors j'étais persuadée que je ne consommais pas de sel. Alors là, j'en étais persuadée parce que je ne rajoute jamais de sel. Seulement Françoise avait un péché mignon, le fromage à tous les repas. J'avais tout à fait bonne conscience, je mangeais mon fromage, je me disais c'est mon laitage. Le problème du fromage, c'est un réel problème, c'est qu'à la fois il y a de la matière grasse, beaucoup dedans, et puis il y a du sel. Là aussi, c'est une consommation que je ne percevais pas. Depuis, elle n'a droit qu'à 30 grammes par jour. Je m'oblige, parce que il y va de ma santé, il y va de ma forme, il y va de ma vie. Comme elle, 10 millions de Français souffrent d'hypertension artérielle. Allez. Cette pathologie est loin d'être anodine. Il est temps d'y aller.
Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, nous explique les effets du sel sur notre corps. En consommant trop de sel, vous allez contribuer à rigidifier de façon accélérée vos parois artérielles, suffisamment pour déclencher d'abord une augmentation de la pression dans l'artère. Et quand la pression est trop importante et que le tuyau est trop rigide, il va lâcher. Il va lâcher et déclencher à ce moment-là soit des accidents vasculaires cérébraux si ça se passe dans le cerveau, soit éventuellement des infarctus, soit des maladies rénales. À lui seul, le sel serait responsable de 75 000 accidents cardiovasculaires chaque année, car il se cache partout dans nos supermarchés. Arnaud Cocolle nous emmène dans un rayon pour le moins inattendu. Vous avez du sel partout. Par exemple, vous prenez un produit comme ça va être des cartes au chocolat. Donc, cartes au chocolat, et quand vous regardez, vous avez matières grasses, glucides, fibres, protéines, puis après, vous découvrez qu'il y a du sel. Quand vous prenez des madeleines ou des 4 quarts, vous avez du sel, évidemment. Donc, vous prendriez une madeleine sans sel, ça ne serait pas bon du tout. Donc, il vous manquerait quelque chose. Si un seul biscuit est loin de nous mettre en danger, c'est l'addition de tout ce que nous consommons qui est inquiétante. Souvenez-vous, la famille de Christelle avait dépassé le seuil recommandé en un seul repas. La salière qui trône sur nos tables n'est pas en cause, puisque 80% de nos apports en sel proviennent des produits transformés, avec en tête le pain et la charcuterie. Ces petits grains blancs sont présents dans tous les aliments que nous achetons, parce qu'ils ont de multiples propriétés. Depuis des millénaires, le sel sert à conserver les aliments, notamment la viande. Christophe Léotet l'utilise tous les jours pour fabriquer ses jambons. Ce charcutier fait tout à la main, dans le laboratoire de sa boutique. Alors, une belle matière première, voilà, c'est un jambon avec de belles couleurs, appétissantes. Voilà, voilà, vous avez du rouge, des noix plus blanches, c'est merveilleux ça, voilà. Le seul ingrédient ajouté, c'est la saumure, un mélange d'eau et de sel. Ah, voilà, le muscle qui gonfle tout seul. Voilà, le muscle qui gonfle tout seul. Le sel va se répandre dans le muscle, va lui donner son goût salé et va aussi fixer la couleur du produit. Alors, on pourrait faire un jambon sans sel, mais après, gustativement parlant, esthétiquement parlant, ça serait pas terrible, ça serait pas vendeur. Effectivement, après cuisson, le jambon prendrait une couleur beaucoup moins appétissante. Il passerait du rose au gris. Christophe a essayé de trouver un juste milieu dans la quantité de sel qu'il utilise. Il ne met que 16 grammes par kilo de viande. Son jambon est donc un peu moins rose que ses concurrents industriels. Alors, celui-là, on est à 19 grammes de sel au kilo. Donc là, on explose le sel. Il y a 30 ans, on était à 20 grammes, donc ils ont des vieux charcutiers pour fabriquer leur jambon dans cette société. 3 grammes d'écart, cela paraît peu, pourtant cela fait toute la différence pour un industriel. La rentabilité est supérieure, car le sel a le pouvoir de retenir l'eau. Comme on met 19 grammes de sel, donc il y a une meilleure rétention de l'eau, donc le produit fond moins, donc vous vendez de l'eau à la fin. Donc j'imagine qu'on va regarder, mais en aspect, il doit être assez humide. J'ouvre un tout petit peu là. Alors vous voyez que de l'eau là-dedans. Ah, c'est une vraie patinoire, hein, cette tranche. Hein. Et puis au niveau de la tenue du jambon, vous êtes tranquille. Hein. Voilà. Moi, si je fais la même chose avec le mien, je pense que, voilà, si vous voulez, voilà. Je veux dire, lorsque vous achetez ça, on vous en fume en fin de compte parce que vous achetez de l'eau au prix de la viande. Voilà. Autre propriété, le sel est un exhausteur de goût. Il rehausse les saveurs des produits fades. Le tout pour un prix dérisoire. C'est pour cela qu'il est devenu l'or blanc de l'agroalimentaire. Pendant des années, personne ne remet en cause son utilisation massive. Pour le ragoût, il vous faut 250 grammes de veau haché. Pourtant, dès les années 50, du sel, des études scientifiques commencent à pointer du doigt les dangers de l'excès de sel. En réaction, les producteurs industriels font tout pour redorer le blason de leurs produits. Publicité. Du sel, il en faut si peu pour faire plaisir. Et publication d'articles scientifiques défendant le sel.
Le sodium n'est plus l'ennemi. Le sel a été attaqué injustement. Tout cela dure jusqu'à ce que Pierre Menton s'en mêle au début des années 2000. Chercheur à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, il étudie le sel et ne comprend pas que personne ne dénonce publiquement sa nocivité. Alors ça représente quoi tout ça? C'est une toute petite partie des articles qui ont été publiés sur les relations entre la consommation de sel et la santé. C'est ça qui était insupportable dans les années 2000 en France, c'est qu'il y avait ce décalage entre d'une part des connaissances scientifiques validées par déjà un grand nombre d'expertises collectives à l'époque, qui aboutissaient toutes à la même conclusion, et une absence de discours par les pouvoirs publics ou les professionnels de la santé, et en parallèle, une désinformation organisée par le lobby des producteurs de sel en particulier, mais aussi le lobby agroalimentaire. Pendant 6 ans, Pierre Menton tente d'alerter l'opinion publique sur les pratiques de l'industrie salinière, mais rien ne bouge. Tout bascule en 2006, lorsqu'il donne cette interview au titre Choc. Elle est publiée dans un magazine mensuel, aujourd'hui disparu. Le lobby des producteurs de sel et du secteur agroalimentaire industriel est très puissant. Il désinforme les professionnels de la santé et les médias. Est-ce l'article de trop? Cette fois-ci, le comité des salines de France, qui réunit les 7 plus gros producteurs industriels, réagit violemment. Il demande la tête de Pierre Menton dans une lettre adressée au directeur de l'INSERM. Les termes n'étaient absolument pas équivoques. Nous nous réservons d'engager les poursuites prévues par la loi. Dès à présent, nous vous invitons à prendre à l'égard de ce chercheur extravagant, les sanctions qui s'imposent et de publier un communiqué marquant clairement que l'INSERM se désolidarise de ces allégations concernant le sel et les accidents cardiovasculaires. Donc il n'y avait même aucune équivoque. On demandait à l'administration de descendre le chercheur, de le bousiller. Le patron ne plie pas et en 2008... La santé, y a-t-il trop de sel caché dans les aliments? C'est l'avis d'un chercheur de l'INSERM qui avait dénoncé les pratiques des producteurs de sel et de certains industriels de l'agroalimentaire. Il s'en prenait au lobby. Eh bien, il a été attaqué en justice. Le procès se tenait aujourd'hui à Paris. Pierre Menton est attaqué en diffamation par le comité des salines de France. Face aux chercheurs de l'INSERM, le lobby du sel mise sur des études scientifiques d'un médecin de renom. Selon lui, le sel n'est pas un ennemi. Problème, une partie de ses recherches a été financée par le comité des salines de France. C'était un néphrologue qui, consciemment ou inconsciemment, relayait un discours qui était en total décalage avec l'ensemble des données disponibles actuellement sur le sujet. Nous avons réussi à joindre ce médecin, aujourd'hui à la retraite. D'après lui, l'argent des salines de France n'a jamais influencé ses recherches. Il les a faites en toute indépendance. Moi, j'ai été conseiller de l'industrie salinière française pendant beaucoup d'années. Je n'ai jamais pris d'argent, des honoraires pour ma propre poche. J'ai simplement eu un soutien financier pour les recherches que je faisais dans mon laboratoire à l'hôpital Necker. Mais dès que vous recevez de l'argent, vous acceptez de l'argent, ne serait-ce que pour la recherche, par l'industrie du sel, vous êtes automatiquement considéré comme quelqu'un qui a vendu à cette industrie. Comme si tous les chercheurs ou médecins-chercheurs qui travaillent avec l'industrie pharmaceutique étaient des gens vendus à l'industrie pharmaceutique. Bien sûr, il y a un conflit d'intérêts. Du moment qu'on déclare ce conflit d'intérêts, je pense que c'est bon. Devant la cour, Pierre Menton oppose une enquête approfondie et des documents édifiants. Comme cette lettre ubuesque, envoyée en 2003 par les Salines de France à la Direction générale de la santé. Cette année-là, la canicule a fait 15 000 victimes parmi les personnes âgées. Le lobby du sel utilise cette catastrophe pour remettre en cause les recommandations de santé. La surmortalité de l'été 2003 peut s'expliquer au moins partiellement par le mauvais conseil de limiter l'accès au sel des personnes âgées. Les personnes âgées ont été les premières victimes du lobby anti-sel. En clair, il y est écrit que si les personnes âgées avaient consommé plus de sel, elles ne se seraient pas déshydratées aussi vite. Le procès tourne rapidement à l'avantage de Pierre Menton. Le pot de terre n'était pas celui qu'on croyait et le pot de fer n'était pas celui qu'on croyait. Et finalement, le pot de fer, c'était Menton, parce qu'il était blindé
par les expertises qu'il portait. Et le pot de terre, c'était cette pauvre communication pour alimenter un discours commercial. Pierre Menton est finalement relaxé. 7 ans après, le nouveau directeur du Comité des Salines de France a tiré un trait sur ses méthodes d'un autre âge. Ça a été un électrochoc pour la profession. Moi, je ne parlerai pas de la politique du Comité des Salines de France il y a quelques années. Il se trouve qu'aujourd'hui, je préside le Comité des Salines de France et que la ligne que nous avons suivie depuis que je m'occupe du Comité des Salines de France est justement de se conformer rigoureusement à la politique de la Direction générale de la santé et de prendre acte des décisions qui sont prises en la matière. L'industrie salinière n'est pas la seule concernée. Le sel est un immense enjeu pour l'ensemble du secteur agroalimentaire. Par ricochet, manger moins salé, c'est aussi avoir moins soif. En gros, tout le sel ajouté dans les aliments par le secteur agroalimentaire fait boire en plus un demi-litre de boisson par jour et par personne. Autrement dit, alors cette boisson, ça va être de l'eau minérale, de la bière, du soda, tout ce que vous voulez. C'est considérable, hein, un demi-litre par jour et par personne, à cause du sel ajouté dans les aliments. Il est évident que c'est un chiffre d'affaires considérable. Et donc ça c'est les véritables bénéficiaires de la surconsommation de sel. En France, diminuer le sel dans les aliments représenterait 33 millions de litres de boissons en moins chaque jour. À l'échelle des États-Unis, le chiffre est encore plus affolant. La baisse quotidienne serait de 160 millions de litres. De quoi faire trembler la multinationale PepsiCo, qui produit cette boisson légendaire, d'autres sodas et des chips. Au début des années 80, le gouvernement américain mène une fronde contre le sel. Il envisage de le classer dans la catégorie des additifs alimentaires à risque. Conséquence, la loi fixerait des taux de sel à ne pas dépasser. Cela pourrait coûter des millions de dollars à PepsiCo. Robert Lynn, septuagénaire en pleine forme, était le responsable scientifique de la section chips du géant américain. Si j'avais mangé beaucoup de sel, je ne serais pas comme je suis aujourd'hui, en pleine forme, à profiter de la vie. C'est certain, j'aurais probablement déjà eu une attaque, une crise cardiaque, ou je serais peut-être même mort. J'ai quand même 78 ans. Un comble. Robert Lynn a toujours mangé très peu de sel. Il a pourtant dirigé l'armada de PepsiCo, chargée de contrer le projet du gouvernement américain. J'ai travaillé tellement dur avec mes équipes. Regardez ces piles de documents. Il y a là plus de 3000 pages. Pourquoi? Parce que le sel était très important pour mon entreprise. On enchaînait réunion sur réunion, jusqu'au soir, à réfléchir, à faire des plans. Quelle idée peut-on trouver? Quelle idée pour dire que le sel n'est pas un problème? Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment pourrait-on détourner l'attention du grand public? C'était un gros travail qui occupait 8 ou 9 scientifiques. Et c'était des bons scientifiques. Des dizaines de milliers de dollars plus tard, une solution est trouvée. PepsiCo va créer un écran de fumée pour détourner l'attention du sel. La stratégie? Affirmer que l'hypertension viendrait en fait d'un manque de calcium dans l'alimentation des Américains. L'idée était de dire que les gens ne consommaient pas assez de calcium. Et c'est pour cela qu'ils avaient de l'hypertension. C'était parfait, ça tombait à pic pour mon entreprise. On pouvait dire au gouvernement, ne pointez pas du doigt le sel, pointez du doigt le manque de calcium. Admirez le génie de PepsiCo. Parce que si le manque de calcium était considéré comme un facteur d'hypertension, alors les gens accorderaient moins d'attention au sel. Ils l'oublieraient même. Et le sel ne serait plus un problème. Comme par hasard, la théorie du manque de calcium est venue d'un scientifique qui travaillait aussi pour l'industrie laitière. Son étude a donné un bon coup de main à PepsiCo
et aurait également permis de vendre plus de lait. Aujourd'hui encore, David Macaron estime qu'il n'y a pas lieu de réduire sa consommation de sel. On peut facilement affirmer que si quelqu'un a manipulé les données sur le sodium et la santé, c'est bien le gouvernement. Parce qu'ils ont essayé de défendre leur politique de santé. Je ne pense pas qu'ils voulaient se tromper. Je pense qu'ils ont commencé avec les données scientifiques de l'époque. Ils ont fixé une politique et ont voulu la continuer. Il a même une nouvelle théorie à proposer. Notre absorption de sel n'est pas liée à la nourriture que l'on mange. C'est notre cerveau qui contrôle ce qu'on décide de manger tous les jours en matière de sodium. Dire aux gens de manger moins de sel, c'est comme dire aux gens qu'il faut moins respirer parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Et les gens retiendraient leur respiration. Ils respireraient moins, et que se passerait-il? Ils tomberaient dans les pommes. Le cerveau reprendra le dessus, et on respirerait comme avant. C'est la même chose pour le sel. Si on avait affronté le gouvernement sur la question du sel, on n'aurait pas forcément gagné. Mais là, on est allé chercher un autre argument, une carte maîtresse qui a fait changer le gouvernement de position. C'était une idée de génie, mais utilisée à mauvais escient. Les arguments de PepsiCo ont semé le doute. Le gouvernement américain abandonne l'idée d'encadrer le taux de sel dans les aliments. Quelques mois après, Robert Lynn a quitté l'entreprise, écœuré par ses méthodes. Ça a été un gâchis de vie humaine, une perte de temps. D'un point de vue moral, du fond de mon cœur, je ne trouve pas cela honnête. Ce n'était pas dans l'intérêt du public. Résultat, les Américains consomment toujours 2 fois plus de sel que les 5 grammes quotidiens recommandés. En France aussi, la moyenne se situe autour de 10 grammes par jour. Mais à force de messages de prévention, les consommateurs ont fini par réclamer des produits moins salés. Malgré les réticences du début, les industriels s'engouffrent dans ce nouveau marché. Dans les Cévennes, près d'Alès, une PME familiale a fait de la réduction de sel l'une de ses priorités. Cette entreprise travaille pourtant sur un secteur souvent pointé du doigt pour son recours massif au sel, celui des plats cuisinés. Michel Dosnet, le PDG, en fabrique depuis 25 ans. Alors dans cette barquette de 300 grammes, puisqu'on est à 0,5 grammes, il y a 1,5 gramme de sel. Il y a 10 ans, on était autour de 3 grammes. C'est plus facile à mettre du sel. Vous mettez du sel et c'est bon, le produit va être consommable, que de faire de la recherche, de dire je mets pas de sel, mais il faut que je fasse quelque chose qui soit appétant. Sans le sel comme exhausteur de goût, Michel privilégie des matières premières de qualité. Il cuisine uniquement des légumes bio, cueillis à maturité. Nous travaillons qu'avec des légumes crus et nous faisons une cuisson-stérilisation qui va faire en même temps la cuisson et la stérilisation, ce qui permet de garder tous les arômes de nos ingrédients. Là, vous voyez, on travaille de l'oignon, des carottes, le poivron rouge. Pour sa bolognaise de légumes, le sel est pesé au gramme près. T'as combien de kilos de produits là-bas? 1,2 kg pour 240. Il ne représente que 0,5% de la préparation, 2 fois moins que dans la moyenne des plats préparés. Une diminution que Michel compense en ajoutant davantage d'épices. Dans notre préparation, on met 1,2 kg de sel. Par contre, le paprika, on met pratiquement 3 kg de paprika et plus d'1 kg d'herbes de Provence. Quand vous allez manger cette bolognaise végétale, vous avez l'impression d'avoir la Provence dans la bouche, le sud, parce que c'est plein de parfums, plein d'arômes. Vous oubliez le fait qu'il manque de sel. Mais quand le goût augmente, le coût aussi.
Bon, du sel à 10 centimes du kilo, des herbes de Provence, c'est à peu près 15 € le kilo, et le paprika dans les 20 € le kilo. Donc, c'est des produits qui coûtent beaucoup plus cher que le sel. En plus de coûts de fabrication plus élevés, Michel Dausnay a investi dans la recherche et le développement. 2 personnes travaillent à temps plein à l'élaboration de nouvelles recettes. Une nécessité, car ses clients de la grande distribution exigent désormais des plats à faible teneur en sel. Bon, Léna, qu'est-ce que tu nous fais goûter là? Alors, aujourd'hui, j'ai travaillé sur la saucisse lentille. Ouais. J'ai fait différentes aromatisations. Chaque assiette contient une recette plus ou moins salée. 0,29 g de sel pour 100 g dans la numéro 1, 0,49 dans la numéro 2 et 0,79 dans la 3e. À l'œil, ça ne change pas grand-chose, mais au goût... Celui-là, pareil, un peu plus salé déjà. J'ai une hésitation entre le 1 et le 2. L'assiette numéro 3 est éliminée d'office, car trop salée. Donc, pour la numéro 2, on est à 0,49% de sel. Ah, d'accord, donc on est en plein dans la cible. On est en plein dedans. Ça devait être un peu moins, non? On est un peu moins, on est à 0,29% sur tu le vois numéro 1. C'est finalement l'assiette numéro 2 qui est validée, car Michel est prudent. Il veut diminuer le sel sans perdre de clients. On ne peut pas remettre sur le marché maintenant le moins salé parce que on ne connaît pas encore les réactions des consommateurs. Parce que là, on met 4 fois moins de sel que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Alors que celui qui a 2 fois moins de sel, là, franchement, on ne s'en rend pas compte. Tout est une question d'habitude. Pour diminuer le sel, il faudrait éduquer le palais des consommateurs. Cela commence dès le plus jeune âge. Depuis un arrêté ministériel de 2011, toutes les cantines scolaires de France ont dû supprimer les salières sur les tables. Mais dans cette école de Nantes, on veut aller encore plus loin. On est parti sur 20 grammes. On est parti sur 20 grammes. Cécile Ranou, ingénieure agroalimentaire, cherche à savoir si les enfants sont capables de manger des plats réduits en sel. Elle se rend dans cette école plusieurs fois par mois pour mener une étude scientifique. On a travaillé sur un plat de coquillettes avec de la volaille et puis une sauce à base de crème. Et en fait, c'est un plat qui est réduit en sel. C'est la 4e fois qu'elle sert ses coquillettes aux enfants. À chaque test, le taux de sel est différent. Le plat servi aujourd'hui contient 20% de sel en moins que la recette originale. Pour ne pas fausser l'expérience, Cécile ne parle jamais de goût aux enfants. Il faut essayer de perturber le moins possible le repas des enfants, parce que l'objectif c'est qu'ils soient dans des conditions normales ou quasi normales. Donc voilà, du coup nous on est très en retrait et comme ça on est vraiment dans des conditions naturelles de consommation. Je vais vous donner un petit questionnaire, comme d'habitude, pour savoir comment vous avez aimé le plat de pâtes d'aujourd'hui. D'accord ? Le sel semble être le cadet de leurs soucis. J'ai vraiment aimé, c'est mon plat préféré, mais je préfère quand mon père le fait. J'ai beaucoup aimé les pâtes et le jambon, mais j'ai pas trop aimé le champignon. C'était très bon. Je suis servi 8 fois. Cécile et son équipe repartent de la cantine avec les restes de chaque table afin de les peser au laboratoire. Elles peuvent ainsi déterminer la quantité précise de coquillettes mangées par les enfants ce jour-là. 835,8. Les résultats sont ensuite comparés avec les mesures précédentes. Cécile a eu une bonne surprise. On voit quand on a comparé le produit qui n'était pas réduit en sel avec le produit qui était réduit à 40% de sel, qu'on a obtenu des consommations identiques. Donc finalement, si on les habitue petits à manger assez peu salé, on peut espérer qu'avec les habitudes de consommation, ils les conservent à l'âge adulte. Et donc comme ça, à l'âge adulte, on aura des personnes qui mangeront naturellement moins salé parce que ce sera ancré dans leurs habitudes alimentaires. Les enfants semblent donc prêts à manger moins salé. Mais une fois adultes,
Peut-on réellement diminuer le sel dans nos assiettes? Les Finlandais, eux, nous affirment que oui. Pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, ils ont 2 méthodes à proposer. La première n'est pas banale. Se baigner plusieurs fois par semaine dans un lac à 4 degrés aurait des vertus thérapeutiques. C'est très bon pour la santé. Cela a un effet bénéfique pour le cœur, pour la tension artérielle, et puis cela soulage le stress. En fait, ça fait tout simplement du bien. Là, c'est un peu limite, la température est à peine au-dessus de 0, mais c'est quand même agréable. Bon, on vous l'accorde, c'est un peu difficile à appliquer. La deuxième méthode est beaucoup plus innovante. Pourtant, elle a plus de 40 ans d'existence. Dans les années 70, la Finlande est le premier pays européen à lutter contre le sel quand elle s'aperçoit qu'elle détient un triste record. Celui du taux de mortalité cardiovasculaire le plus élevé au monde. Les Finlandais avaient la fâcheuse habitude de consommer 14 grammes de sel par jour. Goûtez ce pain réduit en sel. Est-ce que vous savez que le sel a d'autres effets sur la santé que l'hypertension? Aujourd'hui, ils en consomment entre 7 et 8 grammes. Une victoire obtenue grâce à une vaste campagne de prévention mise en place par les pouvoirs publics et les associations. Montez dessus, tenez ça et ne serrez pas trop fort. Dans les supermarchés, il n'est pas rare que l'on vous propose de vous peser ou de prendre votre tension. Une diététicienne est là pour informer sur les méfaits du sel. Si vous choisissez ce jambon plutôt que l'autre, en un an, vous mangerez 300 grammes de sel en moins. Rien de tel que de visualiser pour marquer durablement l'esprit des clients. Vous voyez un peu le service que vous rendez à votre santé? En faisant attention, la différence est très importante. Oui, c'est vrai. Je ne m'en étais pas rendu compte. La quantité est vraiment impressionnante. Tenez, pesez. Je pense que globalement, les gens sont assez avertis. Il y a eu beaucoup de campagnes d'information. Mais ce qu'il faut, c'est rendre les choses concrètes. Interpeller les gens pour qu'ils prennent conscience de tout le sel qu'ils mangent. S'ils font de l'hypertension, réduire sa consommation de sel peut être aussi efficace qu'un traitement médicamenteux. Alors, on va commencer par le rayon pain. La sensibilisation continue dans les rayons du supermarché. La diététicienne aide les clientes à déchiffrer les étiquettes. Qu'est-ce que vous regardez quand vous choisissez votre pain? Ma fille m'a toujours conseillé d'acheter du pain complet. Ou du pain à l'avoine, je trouve ça bon. Et j'aime bien aussi le pain de seigle. Oui, mais regardez. Là, il est écrit qu'il y a plus de 6% de fibres. C'est bien, mais quand on lit l'étiquette et qu'on regarde la quantité de sel, on voit qu'il y en a 1,2%. Et ça, c'est trop. Pour les consommateurs qui n'ont pas la chance d'être conseillés pendant leurs courses, l'État finlandais a tout prévu. Il impose aux industriels de l'agroalimentaire un étiquetage contraignant. Pekka Puska, ancien directeur de l'Institut national de la santé publique, est à l'origine de cette mesure forte. Lorsque les produits dépassent une certaine teneur en sel, la loi exige de le mentionner sur l'emballage, comme pour cette pâte de poisson. Tiens, regardez. Très prisée des Finlandais. Ce produit-là contient beaucoup de sel. Et vous voyez, il y a écrit extrêmement salé. Je me souviens quand cette loi a été mise en place. Un fabricant de céréales nous a dit « On ne peut pas vendre des céréales aux enfants s'il y a écrit « extrêmement salé » sur nos paquets. » On lui a répondu « Alors réduisez vos teneurs en sel. » C'est ce qu'ils ont fait. Tiens, prends celui-là. En France, aucun étiquetage de ce type n'est imposé. Les bons élèves ont simplement le droit d'afficher sur leur paquet « moins 25% de sel ». Mais ça ne veut pas dire grand-chose aux yeux du grand public. Les Finlandais, eux, ont trouvé une solution. Ce logo rouge qui veut dire « meilleur choix pour ton cœur ». Il désigne aux consommateurs les produits pauvres en sel et en graisse. Un bon argument de vente.
Les gens arrivent et voient tous ces produits autour d'eux. Ce n'est pas facile de déchiffrer les ingrédients à l'arrière. Alors quand ils achètent un produit avec ce logo, ils savent que c'est forcément le choix le plus sain. Ce n'est pas de la bonne volonté de la part des industriels, ils veulent simplement gagner de l'argent. Alors s'ils voient qu'avec ce type de logo, ils peuvent vendre plus et faire des affaires, c'est gagnant-gagnant pour l'industrie et pour la santé publique. Grâce à ces mesures, la mortalité cardiovasculaire a chuté de 85% en 40 ans. En France, par contre, les maladies cardiovasculaires sont en constante augmentation. Elles coûteraient à la sécurité sociale plus de 14 milliards d'euros chaque année. Une addition qui pourrait être nettement moins salée si nous adoptions une meilleure hygiène alimentaire. La Picardie fait partie des régions les plus touchées. L'Agence régionale de santé a donc mis en place des pôles de prévention comme à Soissons. Nous y retrouvons Françoise et son mari, qui participent à un atelier cuisine pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires. Moi, ce que je voudrais démontrer, c'est qu'on peut très bien manger sans sel, sans beurre, sans sucre, tout ça, et puis avoir une sensation de dégustation, dire « Waouh, c'est superbe ». Pendant 4 heures, le groupe réalise un repas complet, entrée, plat, dessert, sans jamais sortir la salière. Voilà. La quantité pour 12 personnes, ce qui va nous remplacer le sel, c'est la moutarde. Ça va relever un peu. Il faut quand même remplacer ce sel qu'on ne veut pas par des choses qui vont être un exauceur aussi. Le chef triche un peu. La moutarde contient environ 5 grammes de sel pour 100 grammes. Ce n'est pas grand-chose si on la mange en petite quantité. C'est la seule concession. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est cette idée de plaisir, de goût et de plaisir. Parce que manger quelque chose d'insipide, c'est vraiment pas plaisant. Surtout sur le long terme. Surtout sur le long terme, pas longtemps, oui. ça va, mais après, au long terme, on finit par démoraliser et c'est fini, quoi. Se faire plaisir, mais sans prendre de risques. Tout simplement. Je vais remplacer le sel par une feuille de nori. Donc c'est des algues qu'on trouve dans les supermarchés. Les feuilles de nori sont utilisées pour fabriquer les makis japonais. Ça va être pour cuire les légumes. Plongées dans l'eau de cuisson, elles apportent un goût iodé, proche de celui du sel. L'illusion va-t-elle fonctionner? Bon, alors par rapport à la céleri rémoulade, je préfère ça. Puis le jus des agrumes parfume très bien. Est-ce que vous ressentez le besoin de sel? Non. Non, pas du tout. On n'est pas dans la frustration. Ça, je trouve ça très important. Quand on est dans la frustration, ça ne peut pas durer. C'est un véritable plaisir de se passer de sel. C'est pas un manque. Tous repartent avec une même conviction. Manger moins salé, c'est peut-être retrouver le sel de la vie.